What's up guys, j'espère que vous allez bien. On est back, Guts MMA pour un nouveau breakdown, cette fois-ci pour UFC Fight Night. On a Mario Bautista qui affronte Vinicius Logdog Oliveira. Loki Banner, il y a une couple de bons fights là, sur cette carte, là, incluant la finale, là, bien évidemment. Donc, comme à l'habitude, on va breakdown la carte. Je vous cacherai pas, il y a un ou deux fights qui ont eu des changements de dernière minute ou qu'il me reste un petit peu de study à faire. Fait que, écoutez, je vous avertirai rendu là. Puis avant de commencer, si jamais il y a des fights qui vous intéressent plus que d'autres, il va y avoir les time frames dans la description là, du vidéo pour vous retrouver un petit peu plus facilement. Et si jamais vous aimez ce type de contenu, vous voulez supporter, un like, un follow, whatever, sur Instagram, sur YouTube, c'est toujours apprécié. Même du feedback, n'hésitez pas s'il y a des combats sur lesquels vous avez envie de discuter, hit me up, ça va me faire plaisir. Et si jamais pour vos bets, vous voulez pousser un petit peu plus loin, savoir à peu près quoi miser, pourquoi, combien miser aussi, tous les raisonnements derrière ça, ça se passe sur Patreon. Donc, that's it, guys. Sans plus tarder, je vous partage mon écran, puis on embarque là, dans le vif du sujet. En ouverture de carte, on a Priscilla Cachoeira versus Claudia Sigula. Vous connaissez peut-être mieux d'ailleurs Priscilla sous le nom de Zombie Girl. Donc, elle porte bien son nickname. Si on regarde un petit peu topo, 13-7 pour Priscilla, 7-2 pour Claudia. La brésilienne qui est le underdog ici. Gros gap d'âge, une dizaine d'années, 37 ans versus 27 ans. La grandeur, pareil en fait, et léger avantage de portée là, pour Claudia Sigula. La communauté plus over la polonaise et je suis aussi de leurs avis. On va regarder rapidement les odds, s'il y a eu des line movement là, depuis les odds de Tapology. Fermons cela. Plus 130 la brésilienne, moins 150 Sigula. Make sense. Honnêtement, je suis ligne du côté là, de Sigula, mais pas nécessairement avec une haute confiance. Ça reste, à mon avis, un low-level women's MMA fight. Si on commence du côté de Sigula 7-2, ça fait pas tant longtemps que ça qu'elle combat au niveau professionnel. Même je l'ai ici. Là. Ça fait 5 ans, donc 5 ans chez les pros. C'est très peu. Elle a fait son début contre Melissa Mullins 2024. Elle s'est fait TKO. Là. Quand même, elle n'avait pas trop de réponses. Là. Honnêtement, Sigula sur son dos, c'est rien d'impressionnant. C'est sûr qu'elle est jeune. Il y a place au progrès là, depuis. Elle s'entraîne à un bon camp. Je pense que c'est ATT. Donc, clairement qu'elle va développer là, son grappling. Mais c'est plus justement une fille qui aime les combats de kickboxing propres, entre guillemets. Est plus à l'aise à distance, un peu moins là, dans des brawls, c'est pas nécessairement ce qu'elle cherche. Elle a un footwork décent, pas un gros pop dans ses frappes par contre, mais elle a un bon cardio, elle va lancer du volume, fait que c'est toujours bien. Comme je dis, elle s'est fait revirer de bord là, par Melissa Mullins, ensuite elle est revenue contre Irina Alexiva, qui est probablement la pire combattante là, de toute la division, même je pense qu'elle est cote, puis avec raison, ça fait tout à fait du sens. Mais bref, Irina Alexiva, même je la comparais un petit peu à une zombie girl, Priscilla Cachoeira, mais en genre version Wish. C'est une fille qui fait juste avancer les mains basses, elle a aucune technique puis elle swing. Je m'attendais à ce qu'il y ait takedown Claudia dans ce combat-là, justement vu sa faiblesse au sol. Puis Irina qui a un background en judo, finalement elle s'en est pas servi, elle s'est fait dépecer pendant 3 rounds à distance. On a vu que Claudia justement elle dit il est quand même bien sur le back foot, sur le reculon. Avec son striking à distance. Fait que j'ai l'impression que ça va être un scénario très semblable, mais peut-être un petit peu plus difficile pour elle. Puis de l'autre côté, Cachoeira, ben, elle a de l'expérience au UFC, c'est une vette. Mais elle n'a jamais réussi à percer l'échelon supérieur. Là. Vous voyez, win-loss, win-loss. Beaucoup de combats qui sont terminés avant la limite. Mais sa faiblesse, ultimement, à Priscilla Cachoeira, c'est son ground game. Puis à 37 ans, je pense pas que ça va s'améliorer. Il y en a qui disent qu'elle s'entraîne fort avec Amanda Nunes, Larissa Pacheco, mais je veux dire, je pense pas que du jour au lendemain, elle va avoir un bon ground game. Fait qu'on pourrait voir Sigula initier le takedown dans ce combat-là. Le grappling plutôt. Essayer d'avoir des takedowns puis contrôler au sol. Ça serait vraiment une stratégie optimale. Par contre, Cachoeira qui n'a pas une takedown defense nécessairement poche. Elle avance les mains basses, c'est plus facile de bloquer un petit peu là, les takedowns, mais ça se retrouve sur son dos, c'est un fish out of water. Elle s'est fait soumettre de multiples fois. Là. Vous voyez, c'est sûr qu'on a des bonnes filles. Là. On a Jasmine Jedrzejczyk, Miranda Maverick, Gillian Robertson, mais écoutez, une fois que ça se fait, si
son adversaire a un minimum de grappling, elle a tendance à se faire avoir. Cachoeira, il faut lui donner justement, elle est down to trade. Elle a vraiment un real power là, debout dans ses frappes. Comparativement à Sigula, là, elle a définitivement l'avantage de puissance. Ça pourrait faire des gros dégâts ou avoir des gros moments debout. Fait que ça me laisse quand même un petit peu perplexe là, si jamais c'est un striking match pendant 15 minutes. Et on l'a vu ici, elle a knocké Josiane Nunes là, brutalement au premier round. Mais sinon, l'autre chose qui m'inquiète de côté de la Zombie Girl, c'est que son style est basé pratiquement uniquement sur sa durabilité depuis le début de sa carrière. Et là, elle s'est fait crack pour la première fois. Elle s'est déjà fait wobble ou whatever. Mais là, elle s'est fait KO, TKO brutalement à son dernier combat. Fait qu'on voit la durabilité, le menton qui commence à fade. Je pense pas que Claudia a nécessairement la puissance pour la mettre out, mais c'est clairement un mauvais signe là, du côté de Priscilla Cachoeira qui va commencer à régresser, d'après moi, plus vite qu'on le croit. Ma prédiction officielle, ce serait Claudia par décision. Je pense qu'elle va la outpoint, elle va bouger in-out, elle va s'éloigner du firefight, puis elle va marquer plus de points. Peut-être même mixer un takedown par-ci par-là. Mais honnêtement, ça pourrait. Cachoeira, je pourrais avoir des gros moments puis blesser là, Claudia. Mais bon, mon lean, Claudia Sigula, hardpoint, la brésilienne par décision. On y va avec ça pour l'ouverture de cartes. Prochain combat, gros fight entre Muin Gafurov versus Jakub Wiklas. Désolé si j'ai massacré là, son nom de famille. Donc, on a 26 Gafurov pour la fiche professionnelle, 17-3-2 pour Jakub. On va l'appeler comme ça va être un peu plus simple. Les odds très serrés. Je pense que ça a bougé un petit peu depuis, mais on va aller voir les deux 29 ans. Fight chez les Bantamweight. Jakub qui a un léger avantage là, de grandeur et de portée. La communauté qui s'aide plus du côté là, de Wiklas. Je vais voir les odds parce que je pense que c'est peut-être Gafurov qui est rendu le favori. Vous voyez Gafurov qui est tout de même un favori à moins 135 live sur les marchés. Alors que la communauté, là, il y a 72% là, qui croient que c'est Wiklas qui va l'avoir. Donc quand même une bonne différence là, de ce côté-là. Personnellement, pour ce fight-là, si vous écoutez, je vais vous le dire, ça va me faire plaisir. J'ai un bet, c'est le fight don't go to decision. Je pense que les marchés se sont probablement là, ajustés depuis le moment où on l'a fait. Mais peut-être encore une certaine value. Là, on va aller voir ici si on descend. Fight don't go to decision. Moins 140, moins 135, moins 150. Fait quand même pas si mal. On l'a saisi à Coolbet un petit peu plus tôt cette semaine à moins 114. Le pire, c'est que quand j'ai regardé la ligne puis j'ai décidé de prendre le bet, il était à moins 104, j'ai appuyé, puis finalement la ligne elle a bumpé à moins 114. Fait qu'un léger edge là, de ce côté-ci. Puis je vous explique là, pourquoi le raisonnement. Là. En fait, je vous explique le breakdown du combat au complet. On a Gafurov qui est un meilleur striker dans ce match-up-là, clairement. Gafurov qui a des mains explosives. Il cogne quand même très fort là, pour la division. Là. Il a un bon pop. Même s'il n'y a pas beaucoup de KO au UFC level, en fait, je me demande s'il y en a. Il y en a-tu un? Non, il y a une sub, mais il n'y a pas de knockout. Mais il swing des grosses bombes, il est dangereux debout et c'est un gars avec une bonne lutte également. Donc il se débrouille bien pour amener le combo au sol s'il le désire, autant que pour défendre, il peut bien se débrouiller également. Un combattant physique aussi. Puis du côté là, de Jakub, c'est plus au niveau du grappling que je lui donne un edge. Il y a un striking fonctionnel, clairement moins explosif, puissant. Et mobile là, qu'un Gafurov. Il est plus à l'aise à distance de kick. Donc un petit peu plus long range, il balance des bonnes jambes. Il peut des fois entrer dans le pocket puis throw down, mais il n'a pas une super bonne défensive. Et sa boxe est moyenne également. Puis tu sais, pour vous donner une idée là, de la différence de bout, là, si on regarde Gafurov, là, professionnellement, il a 10 victoires par knockout. Il ne s'est jamais fait mettre KO. Et Jakub, il n'a aucune victoire par KO. Il s'est fait knocker 2 fois. Fait que ça en dit quand même long là, sur l'échantillon de combat professionnel. Les deux, ils ont 23-26 combats. Par contre, au niveau du grappling, Jakub, il a 10 wins et une défaite, ce qui est assez élevé. Gafurov, quand même, 7 victoires là, par sub et une défaite par sub. Fait qu'il se débrouille bien au sol, comme je disais. Mais clairement, je pense que le jiu-jitsu de Jakub est supérieur là, dans ce cas-là. Puis on l'a vu justement, oui, plus tôt dans sa carrière. Là, même s'il commence
expérience au UFC, Yacoub, il était champion d'une ligue sur la scène régionale. Je vais vous dire laquelle exactement. Ça m'échappe. C'est-tu UAE Warrior? Je pense que oui. KSW. My bad, je me suis trompé. Fait que bref, Yacoub qui était champion KSW et même de l'expérience là, de combat de championnat là-bas. C'est sûr que c'est pas le même calibre là, qu'au UFC. Puis il a fait son UFC début récemment contre Patchy Mix. Patchy Mix qui n'est pas ce à quoi on s'attendait. D'ailleurs, j'étais confiant que Patchy Mix allait emporter ce combat-là. Finalement, Yacoub qui emporte la split decision. Puis il a failli soumettre. Failli, c'est un grand mot, là, mais il y a au moins une de ces 3 tentatives de soumission officielle qui était très très serrée. Patchy Mix qui était on top, mais pris dans la guillotine, il a dû flipper pour se sortir carrément. Fait que tu sais que c'est une tentative assez tight dans ce temps-là. Il est créatif du bottom. Je pense que même s'il se ramasse en dessous ici dans ce combat-là, il est dangereux. Moin Gafurov de son côté. Plus un striker, mais ça arrive quand même souvent qu'il shot des takedowns. Quand il se sent un peu plus inconfortable debout, il a tendance à shooter. Puis d'ailleurs, si Yacoub il place des bons kicks à distance, je pourrais le voir catcher un kick, essayer un takedown, shooter un double. Ça se peut très bien. Puis il a tendance justement à exposer un petit peu son cou au front choke. Et c'est pratiquement la spécialité de Yacoub. Fait que je pense que la sub est vraiment sur la table là, si jamais il y a des échanges au niveau du grappling. Il s'est fait pincer comme ça. Il s'est fait pogner plutôt par Saïd là, de cette manière-là d'ailleurs, un de ses losses au UFC level. Mais aussi, Gafurov, même s'il se ramasse on top, on l'a vu à quelques reprises là, se faire reverse du bottom et il se ramasse dans des scrambles un petit peu dangereux. Je veux dire, contre un grappler qui est mid-level, fine, il n'y a pas de problème. Là, comme par exemple contre Chad Anneliger, il s'est ramassé dans des positions fâcheuses, mais c'est pas nécessairement un as de jiu-jitsu. Mais contre un gars comme Yacoub, très opportuniste, là, c'est sûr qu'il peut trouver une sub, là, à mon avis. Et à l'inverse, si ça s'éternise plutôt là, debout ce combat-là, je pense que Gafurov il va finir par pincer Yacoub solidement. Sa défensive est sa défensive est mauvaise, on va le dire comme ça. Là. Puis Moïne, quand il décide de rentrer puis qu'il swing des bombes, il swing en sacrament. Donc ça en prend une bonne patate sur la mâchoire. Puis je pense que Yacoub pourrait se faire mettre out. Il a perdu déjà 2 fois par knockout en carrière. Je pense que ça pourrait là, arriver à nouveau. Donc mon pick officiel ici, ça va être Moïne Gafurov. Est-ce que je vais le parier? Je suis pas certain. La value moyen là, de mon côté, je trouve ça un petit peu plus safe de jouer le Don't Go to Decision. Je me sens un petit peu plus cover-up des deux côtés. Puis au odds que je l'ai, je pense que c'est une belle value. Donc c'est mon side ici. S'il y a des juicy props, peut-être un Yacoub sub, ça pourrait être intéressant. Je le considère du moins. On ne sait jamais, ça va être une question de nombre. Là. Mais le pick officiel, ça va être moins de Gafurov. Par contre, la confiance, je vous dirais là, low à mid, là, clairement. Good. Up next, on a Kong Wang versus Eduarda Moura. Un fight, honnêtement, qui me reste un petit peu de tape à regarder, mais j'ai quand même un avis là, sur le combat. Déjà, si on regarde un petit peu là, les fiches, etc., de quoi ça a l'air, on a Kong Wang qui est 8-1 en MMA professionnel, Moura qui est 12-1. Une bonne underdog là, ici, là, même que je pense qu'elle est encore plus underdog que ce qui est marqué sur Tapology. 33 ans pour Kong Wang, 31 ans pour Moura. Un combat chez les Women's Flyweight. La grandeur, pareil, léger avantage de portée pour Eduarda Moura. Communauté largement du côté de Wang, c'est le side que je prends également. Puis on va aller faire un petit tour du côté là, des odds. Allons voir. Donc Kong Wang, vous voyez qu'il est rendu une favorite à moins 350. Je pense qu'elle va gagner, oui, mais c'est quand même pour Women's MMA, justement, c'est volatile à ce prix-là. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis Kong Wang, elle a déjà fumble un gros bag pour moi là, dans le passé. Là. Je vous en parle dans un instant. Mais bref, si on fait un topo un petit peu plus large là, de ce combat-là, Wang Kong ou Kong Wang qui est clairement une striker, donc un gros pedigree là, en combat debout. Pour ceux qui ne le savent pas, elle a combattu dans le passé en kickboxing contre Valentina Shevchenko. Elle l'a d'ailleurs battu, là, si je ne me trompe pas. Donc, excellent striking. Elle varie le type d'attaque, le calf, bon bodywork, la tête aussi. Cardio, un bon volume. Vous voyez là, le nombre de coups qu'elle lance, la précision, elle a une bonne défense. Donc, gros pace. Quand je dis qu'elle avait fumble de bag, c'était ici contre Gabriela Fernandez. J'étais très high sur Wang Kong. Pardonnez-moi.
Excusez-moi. Donc, bref, j'étais très high sur Wang Kong. En plus, c'était une carte dans la nuit. Je pense que ça commençait à genre 2-3 heures du matin. Fait que je me suis réveillé puis j'ai vu que Wang Kong s'était fait sub. J'étais dégoûté. Mais bref, elle s'est fait pincer par un high kick. Elle l'a pas vu venir. La striker qui s'est fait head kick, knockdown et un genre de club and sub là, était une énorme favorite. Je pense à genre moins 900, quelque chose comme ça. Donc bref, c'était pas cool là, comme, comme upset. Depuis le revenu contre Bruno Brasil, Ariane Da Silva, des belles performances. Vous voyez là, des 100, 150 coups significatifs en 15 minutes, c'est excellent. Donc, striking, vraiment bon. Pour vrai, même au niveau du grappling, elle a un bon takedown defense. Elle n'a jamais fait de takedown encore au UFC. Elle semble physique, elle est forte dans le clinch. Donc, tout de même complète. Elle est capable d'avoir des takedowns par elle-même de temps à autre. Elle a kind of a sub-game. C'est sûr qu'elle a travaillé depuis ses débuts professionnels en MMA, mais ça reste une striker pure, on va le dire comme ça. Puis du côté de Eduarda Moura, debout, c'est le jour et la nuit. Si ça reste debout, ce combat-là, elle va se faire peace up, c'est sûr. Je monte un petit peu là, ici les tables de statistiques. Shout out à Uncle Weezy, encore une fois. Vous voyez les stats de Moura, là, elle a un très très low volume, que ce soit... en fait, son volume n'est pas nécessairement low, mais sa précision est tellement basse. Elle touche 3,4 fois par minute à distance versus 7,3 contre Kong Wang. 28% de précision, c'est dégueulasse. C'est 11% de moins que la moyenne de la division versus un 15,5% de plus que la moyenne là, pour Kong Wang. Donc, honnêtement, debout, je pense que ça sera même pas close. Par contre, Moura, vous voyez, elle passe pas nécessairement une longue durée là, à distance, seulement 55% de son temps d'octogone versus 97% là, pour Wang. Où est-ce que ça se casse? C'est oui, Moura shoot des takedowns, elle en obtient 10,3 shoots par 15 minutes, mais elle n'a pas nécessairement une haute précision là, sur ses tentatives d'amener au sol. Puis à l'inverse, Kong Wang a un bon takedown defense sur papier. Donc, en fait, c'est est-ce que Eduarda Moura va être capable d'avoir ses amenés au sol ou non. Si elle ne réussit pas, elle va se faire, comme je disais tout à l'heure, dépecer. Si elle réussit à amener le combat au sol, pourrait aller voler des rounds avec son top control, whatever. Sub, c'est possible, mais ça me surprendrait un petit peu. En fait, beaucoup. Là, fait que je ligne vraiment du côté là, de Kong Wang ici. Je pense que l'avantage de puissance est plus mobile, elle a un striking plus diversifié, puis elle a la physicalité, la technique pour garder ça debout pour la majorité du temps. J'ai peut-être même du côté du finish, pourquoi Eduarda Moura elle a tendance à fade, en général là, des rounds 3. Elle commence à être gaz out un petit peu, puis vous voyez là, ici ses adversaires. Elle a oui 4 wins, en fait, si on ne compte pas dans la White Contender Series, elle est 3-1. Mais pas nécessairement contre du super high level. C'était le combat de retraite de Lauren Murphy. Puis elle a quand même trouvé le moyen de gaz out au troisième round. Elle est tombée dans des tentatives de sub quand même deep. Véronica Hardy, fighter correct qui est en train de s'améliorer, là, mais encore une fois, pas nécessairement super high level. Fait que, à mon avis, c'est un step-up en compétition là, pour Moura. Puis je vois vraiment Wang Kong dominer là, pour ce combat-là. Prochain fight, on a Javid Basharat qui va affronter Gianni Vasquez. Et je vous disais, il y a certains combats qu'il me reste du travail à faire avant de vous dire un lean correct. Ben, c'en est un pourquoi. Javid Basharat, il ne devait pas se battre contre ce dude-là. Je pense qu'il a perdu son adversaire hier ou avant-hier. Donc, Gianni Vasquez, aucune idée who is this, but he jump in, short notice. Fait qu'I guess une belle opportunité pour lui de se faire signer au UFC contre le Bad Basharat Brother. Les deux frères sont sur la carte et c'est le moins bon des deux, on va dire comme ça. Je vois que les odds sont assez larges. Vous voyez, là, pas ici, mais je viens de voir sur mon Fight Odds. Plus 525 là, pour Yanni Chiara Vasquez et Basharat qui est un énorme favori. Vu l'aspect short notice puis expérience, je comprends, mais j'ai aucune idée c'est quoi le style là, de Gianni Vasquez, donc je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Vous regarderez demain sur Instagram, je vais sortir toutes mes picks. Vu les circonstances, mon pick, ça risque d'être Javid Basharat, but who knows, il va peut-être avoir un peu de value sur Gianni Vasquez. Ça arrive des fois les upsets de dernière minute, là, vous le savez tout autant que moi, c'est Malcolm Wellmaker récemment qui s'est fait battre là, par un remplaçant à short notice, puis il y en a eu d'autres dans le passé, donc à suivre pour celui-là, mais bref, j'en sais pas plus là, pour le moment. Combat suivant, un autre duel chez les dames, le troisième de la carte. On a Bruna Brasil qui va affronter Kathleen Souza.
11-5-1 pour Bruna Brasil, 15-6 pour Souza. Souza qui est rendu la favorite au niveau de l'âge, en fait, un petit peu plus âgé pour Bruna Brasil. 30 ans pour Souza, un combat chez les strawweight. Avantage là, de taille et de portée légère pour Bruna Brasil. La communauté, ça me surprend, du côté là, de Bruna Brasil d'ailleurs. Pour ma part, c'est l'autre côté. Puis encore une fois, là, la communauté qui va à l'inverse là, des odds actuels. Donc, vous voyez, si on regarde ici, là, Katlyn Souza qui est maintenant la favorite. Au début de la semaine, c'était l'inverse. Là, vous voyez, là, c'était Bruna Brasil qui est environ moins 120. Avoir eu ces odds-là, j'aurais probablement parié même Katlyn Souza à moins 150, 160. Ça me plaît un petit peu moins là, pour être tout à fait honnête. Et si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait lately, mon ligne, je l'ai dit, là, c'est du côté de Souza là, pour plusieurs raisons. Là. De un, je pense qu'elle est plus durable. Je pense qu'elle est plus physique. Elle a plus de puissance debout. Pas nécessairement une striker exceptionnelle. Elle est petite et build un petit peu plus à la Jessica Andrade, ça peut être une bonne comparaison là, pour ce type de physionomie. Mais bref, c'est elle qui a affronté le meilleur niveau de position également. Je pense qu'elle est sujette à obtenir les plus gros moments dans ce combat-là. Du moins, oui, peut-être elle va se faire outpoint par bout, mais je crois que c'est elle qui va toucher avec les coups les plus significatifs, faire le plus de damage. Bruna Brasil peut-être un petit peu plus à l'aise là, à kicking range avec ses jambes. Puis honnêtement, au niveau là, du grappling, je pourrais voir les deux tenter des takedowns et peut-être en avoir. J'ai de la misère à me faire une tête là, dans cet aspect-là. C'est pas nécessairement deux heavy grapplers. Sur le papier, Brasil qui shoot plus souvent. Mais encore une fois, c'est pas une grappler exceptionnelle à mon avis. Puis sinon, ensuite, niveau de l'expérience, j'ai tendance à favoriser clairement Katlyn Souza. Vous voyez, Bruna Brasil qui alterne là, les win-loss, win-loss. Même s'est rebattue à Road to UFC là, récemment. Elle a perdu contre Wing Kong, qu'on a breakdown un peu plus tôt. Elle s'est fait outstrike 103 à 31, ce qui est quand même très très élevé. Elle s'est fait triple up. Donc, not a good look. Puis de l'autre côté, Souza, oui, elle a 2 défaites dernièrement, mais c'est des split decisions contre du haut niveau. Même sa première au UFC, là, ok, elle s'est fait soumettre, mais c'est Karine Silva qui est dans le top 5, top 10 de la division. Après ça, 2 belles victoires. Marnik Man, ok, low level. Je pense que justement Brasil aussi l'a battu. Sub contre Yasmine Arogui. Perdu par split decision contre Angela Hill. Un combat très serré. Puis même, il y a des arguments comme quoi elle aurait dû gagner ce fight-là. Et pareil pour son dernier combat. Vous voyez, elle s'est fait amener au sol à maintes reprises, mais elle a quand même réussi à tenir son bout puis rendre le combat très compétitif contre une Piera Rodriguez qui est honnêtement assez douée là, au UFC level. Du moins, c'est ce qu'elle nous démontre. Donc, vu la différence d'expérience, de niveau de position, au niveau du striking, j'ai tendance à favoriser Katlyn Souza. Elle va être mon pick pour ce combat-là, mais pas avec beaucoup de confiance. C'en a un autre fight que j'aimerais ça aller retaper quelques-uns, quelques autres plutôt, le combat, avant d'avoir une idée claire. Là. Mais clairement, mon ligne du côté de Katlyn Souza par, j'aurais tendance à dire, décision. Next up, on a Nikolai Veretnikov qui affronte Nico Price. S'il vous plaît, soyez prudents avec ce fight-là. On a le bottom de la division versus un fighter qui est overwashed. Donc, vraiment, c'est une recette pour le désastre. Soyez prudents, s'il vous plaît. On a Veretnikov qui est 13-7 chez les pros, 16-9 pour Nico Price. Et justement, on a le bottom guy de la division à moins 300. C'est jamais un good look. Plus 2,50 pour Price. Les deux ont 36 ans. Grandeur semblable, 1 pouce de plus là, pour Veretnikov. Mais la portée à l'avantage là, de Price et la communauté là, qui est du côté de Veretnikov assez largement. Veretnikov, ça va être mon pick, mais ma confiance est très low. Je déteste les odds. Puis si on regarde, là, vous voyez ici, moins 300 encore, fait que c'est à peu près ça. Pour vous mettre un petit peu en contexte, Nikolai Veretnikov devait affronter quelqu'un d'autre. Je peux même vous dire c'est qui, je pense qu'on peut le trouver ici. Là. Mais bref, il était cédulé pour se battre contre quelqu'un d'autre et ça l'a cancellé du bord de son adversaire. Nico Price qui prend le combat peut-être une semaine-ish d'avis, là, plus ou moins. Fait que c'est pas nécessairement des bonnes circonstances là, pour Nico Price. Il devait se battre contre José Enrique Souza. Et puis Nico Price,
Un vet, ok, on va regarder un petit peu ici, là, vous le connaissez probablement, il se bat au UFC depuis longtemps, 2016. Il a affronté des gros gars. Dans le temps, Nico Price était très doué. Je pense qu'il y a 2 KO TKO du bottom au sol, ce qui est très très peu commun. Oui, il a fait des guerres avec Vincent Luque dans le temps, Morono, Tim Mean, Geoff Neal, Vincent Luque encore, Donald Cerrone. Donc il a affronté un peu tout le monde, mais lately, vous voyez là, qu'il est plus dans ses beaux jours. Dans ses 5 derniers combats, il est une victoire, 4 défaites, s'est fait finir à 3 reprises. Je pense qu'il show up plus pour un paycheck. Nico Price, c'est un combattant qui, oui, complet, mais justement, il n'a plus la durabilité d'antan, le cardio d'antan, même la prise de décision. Je pense qu'il veut un paycheck, puis si vous ne le saviez pas, justement, il y a peut-être 25 kids, là, Nico Price. Pas 25, là, mais je pense qu'il y a au moins genre 7-8 enfants. Fait qu'il faut mettre du pain sur la table, là, c'est sûr et certain. Il prend le fight short notice, puis ça se pourrait qu'il pull up un upset. Who knows? Comme je dis, Nico Price, c'est un combattant qui est tout de même complet. Vous voyez, il peut avoir des takedowns par moment quand il commit to it, mais on peut pas se fier à ça. Dans ce cas-ci, il devrait vraiment shooter des takedowns. Pourquoi Nikolai Veretnikov, bon striking, honnêtement, mais sur son dos, il est à chier. Il n'est pas nécessairement un bon takedown defense. Vous voyez, là, il a perdu à Contender Series. Il est rentré, je pense, short notice là, au UFC pour se faire signer. Donc, au UFC level, sans compter Contender Series, il y a une victoire, 3 défaites. Sa victoire est par split decision. Puis dans toutes ses fights, sauf Danny Barlow, c'était un sloppy stand-up fight. Là. Mais il s'est fait amener au sol, puis il n'y a pas vraiment de réponse là, une fois sur son dos. Puis à 36 ans, je veux dire, c'est un nouveau gars au UFC, mais je pense vraiment pas que son ceiling est élevé puis que son grappling game va s'améliorer drastiquement. Mais Nico Price, il pourrait arriver là puis décider de stand and bang. Puis c'est ça qui arrive, c'est une recette pour le désastre. On l'a dit, sa durabilité est plus la même. Contre Robbie Lawler, il s'est fait clip 38 secondes. Une belle retraite pour Robbie Lawler. Contre Phil Rowe, un as du Muay Thai, il aurait dû le takedown. C'est ça sa faiblesse. Il a shooté pratiquement aucun takedown du combat. Il s'est fait pincer au 3e round. Même son dernier fight, là, c'est lui qui s'est fait out-wrestle. Mais si Nico Price arrive là et il fait pas preuve d'intelligence puis d'un bon game plan, je pense que ça va être une recette pour le désastre. Mais si c'était un Nico Price de 3-4 ans, là, ça serait probablement le favori dans ce match-up-là pour vous donner une idée. Fait que même à ces odds-là, un dog shot, peut-être que ça pourrait être intéressant. Un genre de Nico Price décision. C'est probablement très juicy. Est-ce que je veux le parier? Je ne sais pas encore. Mon pick, comme je vous dis, c'est Veretnikov, mais j'ai aucune confiance en ce doute-là. C'est sûr que c'est lui qui a le full camp, l'avantage de durabilité. Même si à la même âge, il y a beaucoup moins de millage là, sur le body. Probablement qu'il veut plus rester, être actif là, qu'un Nico Price. So, écoutez, moi même plus 600 Nico Price décision, c'est pas tant alléchant que ça. Fait que bref, Veretnikov pour le pic, mais soyez prudents là, avec son combat-là. C'est vraiment, on pourrait avoir des grosses surprises, à mon avis. OK, next, nous qui parlait de vétérans, on a Alex Morono qui est à peu près dans la même trempe que Nico Price versus Daniil Donchenko. 2 combattants avec des trajectoires extrêmement différentes, là, à mon avis. On a 24-12 pour Morono, 4 défaites dans ses 5 derniers combats. Not a good look. 12-2 là, pour Daniil Donchenko, qui est un très gros favori. Un peu trop gros à mon goût, mais je comprends pourquoi il l'est. Puis d'après moi, il va gagner cette fight-là in good fashion. 35 ans pour Morono, 24 seulement là, pour l'Ukrainien. Au niveau là, de la taille, pardon, là, même chose, portée presque identique. Un pouce de plus là, pour Morono. Tapology, vous voyez 96% du côté là, de Donchenko. J'ai pas le choix de sider de son bord. On va aller faire un petit tour du côté des odds. Juste regarder si ça a changé. Morono plus 525. Donchenko moins 700. Pour vous mettre en contexte, pardon, on va changer ici, là, mais Donchenko qui revient d'une grosse victoire, je ne me trompe pas, c'était la finale de Ultimate Fighter, c'était à UFC Noche, puis il a gagné dans une performance assez incroyable. Daniil Donchenko qui a un très très bon striking, bon Muay Thai, il se sert extrêmement bien des coups de coude, son lead elbow est sneaky, il fait, puis d'ailleurs dans ce combat-là, ça a pris contre Cezinando, ça a pris je pense 1 minute 30 puis il a fendu le front avec un coude. Très 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 explosif. Autant qu'il est bon avec les coudes, les genoux, dans le clinch, kicking game, il y a des bons counters, puis il pack a punch. Il cogne très très dur. Même s'il commence au UFC, il y a eu des belles performances à The Ultimate Fighter, mais il a aussi fait des combats de championnat
sur la scène régionale. Si on regarde ici, je vais vous montrer, là, mais il a déjà combattu même des 5 rounds. C'est sûr qu'il y a un style qui n'est pas cardio-friendly, on va dire. Il est tellement explosif, puis il met beaucoup de puissance là, dans tout ce qu'il envoie. Il est rapide, mais il semble avoir un cardio décent. Donc c'est où? C'est à Naisa FC qui a fait un 5 rounds. Je connais même pas la ligue, mais par après, vous voyez, là, Exhibition MMA, Ultimate Fighter, un autre cas aussi contre Matt Dixon, puis il remporte la finale. Puis du côté là, de Alex Morono, encore une fois, un peu comme Nico Price précédemment, si ce combat-là avait lieu il y a 3-4 ans, ce serait un autre discours, mais là, il est clairement sur le downfall, commence à ralentir. Morono qui a un striking fonctionnel aussi, mais il est light foot, il bouge bien avec ses pieds, mais bouge très peu la tête. He's air to be hit. Il swing wild un petit peu plus. Clairement que techniquement debout, c'est moins sa game. Là. Du moins, il est désavantagé plutôt par rapport à Daniil Donchenko. Puis, tu sais, Morono qui a toujours démontré un certain toughness, une bonne durabilité. Puis là, il s'est fait KO TKO à son dernier combat contre Carlos Leal. Donc, pas nécessairement un good look. Même si vous voulez retourner voir cette performance-là, Alex Morono, à mon avis, il avait l'air de l'ombre de lui-même. Ça fait une coupe de combat de suite qui a un good baiting. D'ailleurs, par Nico Price, qu'on vient tout juste là, de breakdown. Donc, pour de vrai, là, c'est vraiment pas une bonne recette là, pour Alex Morono, ce combat-là. Ça reste un vet. Il a un bon jiu-jitsu. S'il arrive là et il décide d'y aller avec un gros heavy wrestling game plan, il pourrait surprendre, peut-être fatiguer même Daniil Donchenko puis edger de ce côté-là. Mais vous voyez, il average pas nécessairement beaucoup de takedowns par 15 minutes. Même s'il y a le jiu-jitsu dans son back pocket, c'est pas un gars qui shoot très très souvent. Donc honnêtement, je pense vraiment que Daniil Donchenko, il va garder ça de bout, puis il va avoir l'avantage de vitesse, de jeunesse, puis il va finir par clipper là, Morono solidement. Daniil Donchenko a surveillé là, dans les dernières années, il a fait énormément de progrès d'un côté à l'autre, puis je pense que ça va être un bon combattant là, dans la division. So, give me Daniil Donchenko by knockout là, pour ce combat-là. Next fight, on a Dustin Jacoby qui affronte Julius Walker. Une fois de plus, on a un combat avec des drôles de circonstances. Un vet contre un new guy. Donc, si on regarde rapidement, 21-9-1 pour Jacoby, 7-1 pour Walker. Jacoby qui est le favori et j'ai tendance à l'aîner légèrement de son côté. 37 ans à l'aube de ses 38 ans. Là. À considérer versus 26 ans pour Walker. Un combat chez les light heavyweight. La taille, léger avantage de taille, de portée là, pour Walker. Communauté, beaucoup du côté de Jacoby. Je suis quand même surpris de voir autant de gens qui s'aident avec lui. Niveau des odds, voyons voir là, si ça a bougé. Jacoby, moins 162. Écoutez, je vous dirais, Justin Jacoby, je ligne de son côté. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est encore un short notice replacement. Justin Jacoby devait se battre UFC Australie la semaine dernière. Puis finalement, son combat est annulé. Il est replacé là, sur cette carte-là. Puis au niveau de l'expérience, c'est le jour et la nuit. Là. Regardez Jacoby ici, là, il combat au UFC depuis 2011. Il s'était fait cut, il y a eu une autre run par après. Affronter des dudes comme Mikhail Olejichuk, qu'on va parler plus tard. Il y a Khalil Rountree Jr., Kennedy Njoku, je veux dire, Dominic Reyes. Il a affronté les Who's Who. Puis même avant de faire des arts martiaux mixtes, Dustin Jacoby, qui était un glory kickboxer avec un très bon pedigree, son striking est élite comparativement à Julius Walker. Comme je vous disais, c'est l'aspect short notice qui m'inquiète un peu plus. Puis même à ses 37 ans, vous voyez, il revient de 2 belles performances. Knockout 3e round contre Vitor Petrino. Très impressionnant. Stuff les 4 takedowns de Petrino également. Puis comment je le vois, Petrino, c'est quasiment un Julius Walker, mais 2.0. C'est une façon de parler. Ils ont quand même quelques similarités. Et grosse victoire là, au premier round contre Bruno Lopez à sa dernière apparition. Et de l'autre côté, Julius Walker, ça fait 2 ans qu'il est professionnel. 2 ans qu'il fait du MMA Pro versus Jacoby, que ça fait 16 ans qu'il est dans le MMA. Puis qu'il a le Glory Experience, comme je viens de vous mentionner. Puis pas super impressionnant. Il a fait son début contre Alonzo Menifield. C'est pas chic, honnêtement. On dirait un bar fight. Julius Walker qui est grand, il est comme fort. Oui, il est puissant, mais son striking est dégueulasse. On dirait qu'il est sous quand il se bat. Il n'y a pas d'équilibre. Dans ces 2 combats, il lance un high kick, il tombe sur le cul, vous voyez le genre, là, donc balance nul.
Il ne voudra pas striker à distance ici contre Jacoby. Du moins, si c'est ça qu'il fait, il va se faire clip solide. Julius Walker, il va essayer de pousser le combat au niveau du clinch, de s'imposer au corps à corps, de fatiguer Jacoby. Essayer d'avoir des takedowns. Jacoby, qui n'a pas affronté beaucoup là, de wrestlers dans sa carrière, mais Julius Walker, c'est pas nécessairement un top wrestler également. Fait que je pourrais voir Jacoby stuff les takedowns, avoir plus de mobilité, plus de vitesse, plus précis avec ses coups, puis clipper là, finalement Julius Walker éventuellement. Donc après sa défaite contre Alonzo Menefield, qui était vraiment pas chic, il s'est battu contre Rafael Cerquiera. D'ailleurs, j'avais un bet Julius Walker by finish, puis il n'a même pas réussi à finir Cerquiera, qui est probablement un des pires combattants qui était dans la division. Ce combat-là est encore moins chic là, que le précédent. Pour de vrai, le Cerquiera, regardez, là, c'est vraiment pas du haut level, on s'entend. Là. Il est 0-4 au UFC, puis il s'est fait terminer au premier round par les 3 autres personnes. Fait que not a good look si t'es pas capable de le mettre out. Je pense que le ceiling de Julius Walker est très très bas et c'est vraiment l'aspect short notice qui m'inquiète de Dustin Jacoby, qui passe plusieurs semaines là, en Australie puis qui revient là, à Las Vegas dernière minute pour un fight. Mais si on regarde le niveau des deux, c'est même pas comparable à mon avis. À moins que Julius Walker réussisse justement à le pin contre la cage, l'amener au sol sans cesse, puis que l'aspect short notice justement fatigue Jacoby un petit peu plus prématurément, il pourrait pull up quelque chose d'intéressant. Mais Julius Walker aussi il a tendance à fatiguer, donc ça sera pas chic, je vous dis, le combat de Walker, ça sera au fin deuxième, troisième round. Donc mon pick ici, c'est Dustin Jacoby. Je me garde quand même une petite réserve, là, mais d'après moi, il va finir par allumer Julius Walker là, demain. Et on arrive à la main card. On a en ouverture de carte John Matsumoto versus Farid Basharat. Gros fight pour de vrai, très intriguant là, à mon avis. Deux prospects au niveau. 17-1 pour Matsumoto, 14-0 pour Basharat, qui est un gros favori, un peu trop gros à mon goût. 26 ans, 28 ans, vous voyez, c'est des jeunes, c'est des kids là, dans le MMA game. 5-6 versus 5-8, 68,5 pouces de portée versus 71 pouces. Donc Basharat, légers avantages à cet égard, qui est un bon favori là, de la communauté. Voyons voir les odds, ça a bougé. Moins 320 là, pour Basharat, plus 270 pour Matsumoto. Honnêtement, à ce prix-là, ça me titille, je vais vous avouer. Mon pick, c'est Basharat, mais je pense que les odds là, font pas vraiment de sens. Donc, du côté de Basharat, on l'a dit, un jeune prospect, très très bon striking à distance. Combat un peu plus clean, entre guillemets, que Matsumoto, à mon avis. Il aime ça jouer de loin, kicking range, in and out, très très mobile et très difficile à toucher clean, là, vu ses mouvements. Une de ses grosses forces, je dirais, c'est son fight IQ. Farid Basharat, il sait comment voler des rounds. Donc oui, il a un bon striking à distance, mais il est capable de mixer les takedowns au moment où ça compte. Bon grappling également, son timing est excellent. Donc oui, il va frapper, il va attirer l'attention en haut, puis boum, il va shooter pour obtenir ses amenés au sol. Entre autres, là, contre Taylor Lalipus, que vous connaissez probablement, qui est réputé pour avoir un takedown defense extrêmement solide. Basharat qui a réussi à le takedown 5 fois, edgé de ce côté-là. C'est le genre de combattant, quand je dis qu'il y a un très gros fight IQ, même si ça déplaît un peu à nous, les spectateurs puis la foule, s'il sait qu'il est 2-0 clairement après 2 rounds, il ne va pas prendre de risques inutiles au troisième. Il va jouer très safe, il est conservateur, quitte à perdre le troisième round s'il sait qu'il a l'avance. Fait que c'est ce type de combattant-là. Donc à 14-0, sans dit long, là, puis vous voyez, c'est pas des split decisions, c'est toujours des unanimous decisions, voire même un finish là, à son actif. Donc combattant très complet puis à surveiller, à mon avis. Vous allez voir, il y a un style quand même nice. Puis de l'autre côté, Jean Matsumoto, un autre très bon prospect. Un petit peu plus bagarreur, entre guillemets. Il va prendre plus de risques. Je pense qu'il y a les finishing upside de ce côté-là. Il cogne plus dur là, que Farid Basharat. Il est plus willing là, d'entrer dans le pocket et throwdown. Je dirais peut-être plus style Muay Thai classique, là, adapté au MMA évidemment, mais il va lancer plus des power punch, travailler en combo, il chope la jambe, des très très bons leg kicks, mais capable de mixer les kicks tous les niveaux, là, honnêtement. Habituellement, quand il se bat, il nous offre là, des bons fights. Donc, il a été sign-up à Contender Series. Gros volume, vous voyez, il y a du cardio. Jean Matsumoto, il faut lui donner. Là, troisième round, il est autant dangereux là,
que le premier, puis ça pourrait donner un peu de fil à retordre à Basharat, surtout si Basharat edge les deux premiers puis décide d'enlever son pied de la pédale à gaz au troisième, ben Matsumoto, il va prendre des risques puis il va essayer là, d'aller chercher la win. Sub over Dan Argueta, c'est excellent. Battu Brad Katona, qui est un vet par décision unanime. Son combat contre Rob Font, je pense que c'était un peu dernière minute, si je ne me trompe pas. Mais vous voyez, 7 takedowns, 77 coups significatifs, combat très serré, ça aurait pu aller d'un côté là, ou de l'autre. Même j'avais tendance à aligner légèrement du côté de Matsumoto, mais c'est pas un vol là, nécessairement contre un Rob Font qui est excellent. Son dernier fight, split decision aussi, grosse guerre contre Miles John. Oui, il s'est fait takedown à 5 reprises. Puis vous le voyez, le Jean Matsumoto s'est fait takedown 5 fois par Miles Jones, 3 fois par Katona, 9 par Argueta, même 2 contre Casey Tanner à Contender Series. Donc, à mon avis, Basharat, il va avoir des takedowns dans ce combat-ci, puis c'est tout à son avantage. Par contre, oui, il peut avoir les takedowns, mais Matsumoto, c'est le genre à travailler pour se relever. Il ne va pas nécessairement rester dans sa garde trop longtemps. Des fois, il a tendance à jumper la guillotine, ce qui pourrait être nuisible dans ce cas-ci, parce que c'est pas solide. Contre un Basharat qui a une bonne défense de Jiu-Jitsu, ben, il va juste se ramasser sur son dos et concéder du control time. Donc, j'aimerais mieux voir un Matsumoto qui ne plaît pas trop la game du Jiu-Jitsu, puis qu'on voit un sens d'urgence là, à se relever. Donc, pour vrai, un combat plus serré que ce que les odds indiquent, à mon avis. Je tends du côté de Basharat pour gagner une décision, probablement à 29-28, mais aux odds à plus 270, la value est du côté de Matsumoto, je crois, ou sinon même le point de spread, donc un Jam Matsumoto plus 3.5, ça me tape à l'œil à suivre, mais une autre chose, c'est que ces deux kids-là, à leur âge, ils vont faire du progrès d'un combat à l'autre, fait qu'on pourrait voir autant un Basharat amélioré qu'un Matsumoto qui est rendu avec une takedown defense qui est mieux également. Fait que très très bon fight en ouverture de carte. Je ligne du côté de Basharat, mais attendez-vous peut-être à une surprise ici là, également. OK, next, j'imagine que c'est celui que vous attendiez tous avec impatience. On a Mikhail The Lord Oleksiejczuk qui va faire face à Marc-André Barriault, produit du Québec. Let's go! Puis avant de commencer, je vous avise tout de suite que je suis légèrement biaisé là, pour mon pick. C'est difficile de prendre contre les combattants d'ici. Donc prenez ça là, en considération, mais je vais essayer de faire un breakdown le plus transparent possible là, tout de même si j'ai pas le choix là, de backer Barriault. Écoutez, je peux pas vous dire Barriault va se faire smoke. On va y envoyer du positive energy, on va être de son côté. Mais ça n'en est pas un facile, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Donc on a Mikhail qui est 21-9 chez les pros, Barriault 17-10 qui est un gros underdog ici, 35 ans versus 30 ans, combat chez les middleweight, la taille, la portée pratiquement là, identique. Communauté, vous voyez là, 95% du côté de Oleksiejczuk, ce qui est quand même énorme. Si on regarde au niveau des odds, est-ce que ça a bougé? Pas tant que ça. Mikhail à moins 500. Barriault là, à plus 375. Donc, si on regarde un petit peu lately, qu'est-ce que les deux combattants là, nous ont offert? Mikhail Oleksiejczuk ici, sur une belle petite win streak, 2 KO au premier round. Mais en fait, oui, 2 KO au premier round. Mais au UFC level, je crois que sur 9 victoires, il y a 8 knockouts là, dans le first round. Donc, ça vous dit un petit peu quel type de personnage qu'on a sous la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Il y a eu des up and down. Parfois, il y a eu des problèmes de fight IQ aussi. Par exemple, je pense que c'est contre... c'est contre qui... Bref, des fois, il a pris des mauvaises décisions. Par exemple, il blesse quelqu'un, puis il se ramasse dans sa garde, puis il se fait choquer, des trucs comme ça. Mais ça reste un très très bon striker. Power boxer, les mains explosives, cogne extrêmement dur. Du stance gaucher, gros overhand là, également. Donc c'est un finisher, clairement. Là. Sur 21 victoires chez les pros, Mikhail a 16 knockouts. Donc ça en dit long. Puis sa faiblesse, c'est les soumissions. Fait qu'autant qu'il y a 16 wins par KO, qu'il y a 6 défaites par sub. Donc not a good look. Honnêtement, moi, Barriault, même si c'est pas un gros wrestler, j'essaierais de le clincher puis de l'amener au sol au plus sacrant. Mikhail, il n'y a pas grand-chose à offrir là, de son dos. Ça serait vraiment le path to victory le plus simple et le plus secure. Mais est-ce que c'est ça qui va arriver? J'en doute. On connaît Barriault, là, c'est un gars qui veut brawl, qui veut donner un show. C'est probablement ça qui va arriver. Encore une fois,
Ah, puis tantôt, quand je parlais de fumble de bag ou de fight IQ, c'est contre Holland, me semble. Il blesse Holland au corps sévèrement, puis finalement, il se ramasse dans sa garde, puis il se fait armbar, péter le bras. Un gars durable, Michael, il faut lui donner. Là. Il voulait même pas taper, il s'est fait briser le bras, puis après ça, il était déçu, c'est sûr et certain. Mais un tough guy, je pense qu'il y a un gros avantage de durabilité ici, dans ce match-up-là. Et early également, là, la vitesse, le power. Puis du côté de Barrio, vous voyez, là, dans ses derniers 5 combats, ça n'a pas été au top, on va dire. Split decision contre Curtis. C'était un bon fight, très serré. Joe Pyfer, co au premier round. Stolfus, co au premier round. Pas superbe. Grosse victoire contre Bruno Silva. L'ombre de Bruno, par contre, faut pas se mettre la tête dans le sable. Puis il revient d'un fight contre Chara. Fight of the Night, par contre, Chara Magomedov, qui est pas, à mon avis, c'est un meilleur striker, globalement, mais c'est pas un power puncher contre Mikal. Donc le facteur danger, je pense, il était un petit peu moins là pour Marc dans ce combat-ci. Puis ce qui m'inquiète le plus, c'est la durabilité. Marc-André Barriault, son style a toujours été basé sur le toughness, le cardio, la durabilité, justement. Donc c'est un gars qui push un pace, puis qui push un fight, qui n'a pas beaucoup de combattants qui sont capables de maintenir. Donc il va vous grinder, il va aller dans le clinch, il va travailler au corps, puis au 2e, 3e round, quand ses adversaires commencent à fatiguer, c'est là qu'il take vraiment over. Mais par contre, c'est un style justement qui implique qu'il reçoit beaucoup de coups également. Puis auparavant, il était toujours capable d'encaisser ces coups-là. Puis dernièrement, ben vous voyez, dernièrement c'est relatif, là, mais il s'est fait KO au premier round en 16 secondes par Chidi. Grosse main par-dessus, une grosse main droite là, qui l'a éteint complètement. Nasty knockout. Et là, on a reparlé des deux autres. Même chose contre Joe Pyfer, c'était violent comme KO. Et même contre Stolfus. Donc, on voit que malheureusement que le chin il commence à s'effriter un petit peu. La durabilité, peut-être pas autant que ce que c'était avant. Puis, ben, Olejichuk, on l'a dit, le facteur danger, c'est vraiment en débutant. Quand il est frais, qui est à son maximum d'explosion, s'il réussit à toucher solidement Barrio, c'est malheureux, mais je pourrais le voir se faire mettre KO. Mais si Barrio arrive là avec un game plan intelligent, à mon avis, il ne faut pas qu'il reste à distance avec Mikal. Il faut qu'il clinch, il faut qu'il pousse contre la cage, il faut qu'il grind, il faut qu'il draw out le early power de Mikal. Puis c'est en allant chercher un type de fight comme ça qu'il va y arriver. S'il est capable d'avoir un takedown, let's go, ça serait une stratégie extrêmement winner à mon avis. Puis s'il peut extend Mikal au 2e, au 3e, ben là, le facteur danger il va être de moins en moins là. Puis Barrio, il a tendance justement à build up avec le fight. Fait qu'il pourrait peut-être aller chercher un late finish ou voir edger une décision serrée. Mais encore une fois, je pense qu'on va voir l'enlignement du fight dans les 5 premières minutes. Donc, let's go. On souhaite à Barrio là, de passer au travers la early tempête et de s'imposer là, over the time. Mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les odds sont wild un petit peu, mais je comprends pourquoi Mikal est favori. Puis, on souhaite the best à Barrio. On va cheerer pour lui demain. Alright. On a un autre fight intéressant ici. Chez les heavyweight maintenant, on a Jilton Almeida versus Rivzan Kouniev. Et pré-tape et post-tape, mon opinion a quand même beaucoup changé là, sur ce combat-là. Fight plus serré que ce que l'on croit, j'ai l'impression. Si on regarde Jilton, 22-4 et 13-3-1 pour Kouniev, qui est le underdog, 34 ans versus 33 ans. 241 livres pour Almeida, 264 pour Kouniev. Fait que tout de même une bonne différence là, de poids. Pour la taille, pratiquement identique, un pouce de plus pour Kouniev, mais c'est Almeida qui a un petit peu plus de portée. La communauté du côté là, de Jilton Almeida. Puis on va aller voir les odds, s'il y a eu du changement. Jilton Jr., moins 160 encore, donc ça se maintient. Là. Kouniev à plus 140. Et je pense que je vais sider du côté du underdog ici. En Kouniev. Donc, en fait, on va aller même sur son Tapology. Je pense que ça va être un petit peu mieux. Là. Rivzan Kouniev, qui est nouveau au UFC. Donc, ça fait peu de temps qu'il est dans l'organisation. Il a été signé à Contender Series après une victoire là, au premier round. Et il a fait son UFC début, pas un facile, contre Curtis Blades. Un combat qui s'est terminé en split decision. Par contre, à mon avis, il aurait dû gagner ce fight-là. Si vous voulez le revoir, je vous recommande d'aller le checker. Là, mais je pense vraiment que Rivzan Kouniev aurait dû gagner ce fight-là. Curtis Blades qui est bloody up, qui la face en sang. Il a subi une tonne de dégâts dans ce match-up-là.
pour de vrai, je trouvais que c'était une mauvaise décision. Signé à Contender Series, mais après 2 essais. Il s'est battu en 2021 une fois. Je ne me trompe pas, il est allé à PFL ensuite, puis il a été signé après son deuxième retour. Donc, Kouniev qui a de l'expérience, oui, à PFL. Vous voyez, là, ici, PFL, ici, Eagle FC. Il s'est battu à toutes sortes d'occasions. Contre Renan Ferreira, d'ailleurs, un autre contest. Il a testé positif à toutes sortes de stéroïdes, Kouniev. Là, d'après moi, il est tombé dans la potion magique des Gaulois. Puis ça paraît, là, si vous regardez son fight à PFL, il est en shape. Après ça, son UFC début, il est bedonnant. Puis ben, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il est un petit peu plus en shape que son dernier fight. Et puis ça se pourrait très bien là, qu'il soit tombé dans la potion magique d'une façon là, ou d'une autre. Mais bref, honnêtement, Kouniev, très bon striking. Ses sélections de coups sont très très bonnes contre un Curtis Blade qui est un lutteur principalement aussi, là, un peu à l'Almeida. Vous voyez Curtis Blade qui l'a shooté tout de même 15 fois dans le combat. Il y en a eu seulement 2. 5 minutes de contrôle sur toutes ces tentatives-là, c'est très peu. Kouniev, même s'il a placé moins de coups significatifs, a placé vraiment les coups d'impact. Là, vous voyez à la fin, vous comparez le visage des deux, là, ça n'a pas vraiment rapport. Là. Curtis Blades, au 3e round, même je ne comprends même pas comment ils ont comptabilisé 28 coups significatifs. D'après moi, c'est des clinch strikes surtout. Puis, souvent dans les coups significatifs, là, mettons les catégories de poids plus basses, dans le clinch, tu donnes un petit coup de genou, il ne compte pas comme un significant strikes. Mais les heavyweight, ben, vu qu'il y a plus d'impact, plus de poids, des fois, j'ai l'impression qu'il compte. Mais bref, c'est pas ça le point. Kouniev qui a vraiment donné de la merde là, à Curtis Blades. Bon takedown defense. Quand il se fait takedown, il essaie de work back up. Il cogne très dur, il choisit bien ses coups. Puis d'après moi, ça pourrait être une mauvaise recette pour un Jailton Almeida. Jailton Almeida, vous voyez, bonne expérience au UFC level. Tous les low-level heavyweight qui ont justement pas de takedown defense, il va les smoke easy peasy. Quand même un red flag contre Derrick Lewis, là, il a été, celle-là juste pour vous montrer, 21 minutes de contrôle sur 25 minutes, il n'a pas réussi à finir Derrick Lewis, il est en full mount la majorité du fight, c'est pathétique. Il s'est battu contre Curtis Blades, un adversaire commun à Kouniev, et il a perdu. Il a takedown 9 fois. C'est quand même intense. Là. Vous voyez, 9 takedowns de Jailton Almeida au premier round, puis complètement gaz out au deuxième. Il manque son premier attempt. Curtis Blade le smash. Puis contre un gars qui est physique et qui a un takedown defense décent comme Kouniev, je pourrais voir un scénario semblable. Peut-être pas aussi rapidement, mais si Jailton, après 2 rounds, il a shooté 20 fois, puis il a réussi 3 takedowns, il a dû work back up, etc. Je veux dire, le striking de Jailton est affreux. Il y a pas de... C'est pas pour rien qu'il va amener le combat au sol au plus sacrant. Debout, il est pas bon. Après ça, ben, il a repogné 2 gars plus low level, il a gagné. Puis son dernier fight contre Volkov, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, dépendamment comment vous voyez ça. Mais c'est un peu le même principe. Là. Il y a eu 7 takedowns sur 9 contre Alexander Volkov. Mais vous voyez, il s'est fait outstrike, même pas les significant strikes, 123-27. C'est Volkov qui a plus travaillé avec ses elbows. Il a réussi à reverse Almeida, il a réussi à se relever, à le faire travailler. Fait qu'on voit qu'il est tout de même limité là, d'une certaine façon contre des combattants qui ont un minimum de grappling defense. Et à mon avis, Rizvan Kouniev, il entre probablement dans cette catégorie-là. Maintenant, qu'est-ce qui m'inquiète légèrement? Kouniev contre Blades, il se fait amener au sol et se relève, mais des fois en se relevant, il a tendance à tourner le dos. Puis contre un Curtis Blades, qui est un très très bon lutteur, mais pas un bon jiu-jitsu guy nécessairement, ça passe, mais contre un Jailton, on pourrait le voir take the back puis donner un peu plus de merde, voire peut-être soumettre un Rizvan Kouniev. Mais sinon, s'il se ramasse au sol puis il n'est pas dans une position de sub-attempt claire, Jailton Almeida, il n'y a pas de ground and pound pratiquement. On l'a vu contre Lewis, contre plein d'autres combats. Il cherche la soumission, mais on dirait qu'il ne sait pas striker une fois au sol. C'est un petit peu pathétique. Fait que, bref, je pense que Kouniev est live pour l'emporter. Ça reste un heavyweight match-up. C'est une des catégories les plus volatiles. Puis, tu sais, pour vous donner une idée, Rizvan Kouniev, c'est dur de se fier aux statistiques parce qu'il y a un seul combat au UFC level. Mais Almeida, vous voyez, là, 2.2 coups significatifs à distance par 15 minutes. C'est très, très, très bas. Puis en fait, il passe, ça me fait capoter. De toute sa carrière au UFC, il y a 10% de son temps d'octogone là, qui est à distance. Donc, vous voyez, là, il a passé peut-être 75 minutes dans le cage de UFC.
Puis 10% est à distance. Le reste, c'est au corps à corps ou au sol. Vous voyez, 91% du control time, il le gagne. Il shoot 10.6 takedowns par 15 minutes. Donc, ce gars-là, c'est un takedown machine. Mais si ça se corse et ça ne va pas comme il veut, il pourrait fatiguer. Et il pourrait se faire renverser ici. Donc, mon pick, on va y aller avec le underdog Kuniev. Pas nécessairement une haute confiance, mais j'ai encore moins confiance en Almeida là, à ce point-ci. So, give me the Russian here. Hey, demi-finale, guys. Un autre fight intéressant, mais je suis all over Kyoji Horiguchi ici. Qui affronte Amir Albazi. Donc, si on regarde rapidement, 17-2 Albazi, beau record, 35-5 là, pour le japonais, qui est un gros favori. 32 ans versus 35 ans, combat chez les flyweight, la taille, la portée, taille identique, portée, léger avantage Albazi, pardon. La communauté over Horiguchi également. Et puis, si on regarde là, au niveau des cotes, Horiguchi, moins 353 jusqu'à du moins 400 sur certains markets. Et it kind of makes sense to me. J'explique là rapidement. Pour ceux qui ont manqué ça, Horiguchi a fait son deuxième début au UFC là, il y a quelques mois. C'était UFC, c'était-tu UFC 14? Bref, je ne suis plus certain. Là, mais c'était contre Tagir Ulanbekov. Et Kyoji Horiguchi était un underdog à plus 170. On l'a snipé, on était de son bord, puis il y a smoke Tagir Ulanbekov. C'est une de ses rares clés. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Je n'ai jamais vu Tagir Ulanbekov se faire démonter de la sorte. Puis quand je dis que c'est son deuxième début, parce que vous voyez ici, Horiguchi était au UFC auparavant. Il est rentré en 2013. Puis sa seule défaite au UFC level dans sa première run, c'est un title shot contre Mighty Mouse Demetrius Johnson. Donc très impressionnant, là. Kyoji Horiguchi qui a extrêmement d'expérience, mais qui est très très complet. Combattant avec un bon striking, très explosif. Lutte descente, bon get-up game. Son jeu est bon, il peut tout faire, il est super complet. Puis je pense qu'il est parti sur une belle run là, ici, pour avoir du moins une belle run là, au UFC level. Puis du côté là, de Amir Albazi, je vous disais, Kyoji, c'était un underdog à plus 170 contre Tagir. Là, il est à moins 350 contre Amir. Fait que les markets se sont clairement là, ajustés. Ils ont rectifié le tir. Ils ont vu qu'il avait fait une grosse erreur. Du côté de Amir Albazi, oui, il y a un beau record à 17-2, mais il n'y a pas tant d'expérience là, au niveau, vous voyez. Zalglas Zurmagulov, je veux dire, c'est un combattant décent, mais qui n'a pas une belle fiche au UFC. Francisco Figueiredo, c'est le bad Figueiredo. Gordon Costa, il y a eu quelques en France. C'est une décision très, très, très partagée, là. Beaucoup de gens qui donnaient ce combat-là à Kai. Vous voyez, 99 à 43, les coups significatifs. C'est fait out-strike, c'est fait out-takedown overall. Peut-être pas la bonne décision. Et puis, il a fait son retour après un long layoff. Vous voyez, il y a quand même un bon gap là, entre ces deux combats-ci contre Brandon Moreno, qui fait partie du upper echelon de la division. Et il s'est fait smoke par Moreno. Ça a été les 5 rounds, mais il s'est fait vraiment dominer du début à la fin. Il s'est fait même wobbled à time contre un Brandon Moreno. Puis j'ai l'impression là, que Kyoji, c'est un match-up aussi pire, sinon pire pour lui là, que Brandon. Donc, first, on parle du stylistic match-up, c'est ce que je viens de vous dire. Mais avant, je vais faire un petit crush sur Amir Albazi, que même s'il est plus jeune, son body est banged up. Il y a eu plusieurs problèmes de santé sérieux. Depuis 2020, en fait, depuis son UFC début, il a pull-out de plus de fights qu'il y en a eu pratiquement. Après son fight contre Moreno, il l'a dit, il était à un coup de poing de rester paralysé. Donc, il y a eu des gros problèmes. Il s'est fait opérer, je pense, assez sérieusement. C'est au niveau du cou, je ne suis plus certain. Mais bref, Amir Albazi, il est banged up pour son âge. Ça va pas bien, c'est un red flag. Puis, tu sais, ça fait combien de temps qu'il est off, je l'ai noté. Ça fait 15 mois qu'il est ses bancs puis qu'il se bat pas. Alors qu'on a un Kyoji qui est tout frais sur un hype, qui revient d'une grosse victoire. Il a ses débuts. Il veut son title shot. Je pense que le ceiling il est vraiment opposé, encore une fois. Puis maintenant, si on parle un petit peu plus du style, Albazi, je dirais que son seul edge ici, c'est au niveau de la lutte du Jiu-Jitsu. Je pense qu'il pourrait avoir des takedowns contre Kyoji, mais Kyoji ne va pas se laisser takedown facilement. Il ne va pas rester sur son dos. Je pense que son get-up game est assez bon pour rester safe des sub-attempts de Amir. Oui, il y a des subs à sa fiche, mais contre un Kyoji, je pense que ça va être très difficile.
et encore plus difficile de le maintenir au sol. Puis une fois debout, c'est Kyoji Horiguchi all the way. Amir Albazi qui a une boxe fonctionnelle, mais qui n'a pas une super bonne défense. Puis surtout, sa précision qui est très très bof. Je vais vous montrer ici le shout-out Uncle Weezy encore une fois. Là. Mais ça, on va ici là, regarder les striking stats de Amir Albazi. Donc debout, là, quand je vous dis qu'il y a un gap, 32,4% de précision à distance pour Amir Albazi. C'est dégueulasse pour de vrai. Là. Donc, il touche une fois sur trois. Là, même, on est généreux. Puis, overall, c'est encore pire là, si on compare aux standards de la division. Donc, en termes de striking, c'est Kyoji all the way. Qui a, oui, plus de volume, qui est plus précis, un arsenal plus varié. On l'a vu contre Tagir. Il chope la jambe, le calf à répétition. C'est même ça qui commence à briser Tagir. Puis il se sert de ses setups après ça pour monter au visage avec ses high kicks. Plus un style in and out, pas karatéka-ish, mais kind of. Là, il ne va pas rester dans le pocket à envoyer des combines de 10 coups de poing. Là. Il va être très très mobile, explosif, rentrer, sortir. Puis je pense que ça va donner beaucoup de mal à Amir Albazi. D'avoir du succès avec le striking, mais aussi à mettre ses mains dessus pour laisser aller son grappling. Fait qu'honnêtement, je trouve que c'est un match-up terrible pour le retour de Amir Albazi après sa défaite cuisante contre Moreno. Je pense que Kyoji a l'avantage de l'activité, de l'expérience, du striking. Il est plus mobile, plus explosif, je l'ai dit. Il y a des feintes. Le jiu, d'après moi, ça s'annule. La lutte, léger avantage Albazi. Mais j'ai pas le choix de s'aider du côté de Kyoji Horiguchi. Maintenant, de quelle façon? J'ai un bet Kyoji Horiguchi par décision. Je l'ai fait au début de la semaine. Je pense que les cotes ont bougé un petit peu là, depuis. Mais Amir Albazi, ça reste quelqu'un qui est historiquement très durable. Il y a 2 défaites, mais il ne s'est jamais fait finir. Et Kyoji, je pense justement qu'il y a un petit peu de biais sur sa ligne par finish à cause de sa victoire écrasante contre Tagir Ulanbekov ici. Mais ça reste que Kyoji, je pense qu'il va se battre intelligent puis il ne va pas nécessairement chase le finish. Puis que oui, il pourrait clipper Amir, mais il va être tough à mettre out. Je pense que ce combat-là va à décision à très high clip puis qu'on a un petit edge là, sur la cote là, à cause là, de cette performance-là ici. So, give me Kyoji Horiguchi by decision là, pour la demi-finale de demain. Et nous sommes rendus à la finale. Mario Bautista versus Vinicius Oliveira. Gros main event pour de vrai. Il y a des arguments pour les deux côtés à mon avis, mais je cède du côté de Mario Bautista pour la finale. Si on fait un petit topo, 16-3 pour Mario, 23-3 pour Vinicius. Les cotes qui sont quand même assez serrées. Lockdog qui est un léger underdog, 32 ans versus 30 ans chez les bantamweight. Pour la taille, c'est la même chose, 1 pouce-ish de plus de portée là, pour Lockdog. Communauté là, du côté de Bautista. On va aller voir si les odds ont bougé là, depuis. C'est encore semblable. Moins 140 pour Mario. Pour vrai, si le prix continue de descendre sur Bautista, je vais probablement finir avec un bet sur lui. Mais je pense qu'il y a quand même des avantages clairs là, dans ce match-up-là. Si on commence du côté de Lockdog, plus nouveau UFC, moins d'expérience à haut niveau à mon avis, mais c'est un combattant, je dirais, extrêmement dangereux avec un style très unorthodoxe. Donc, il combat les mains basses, un peu comme s'il don't give a fuck. Il cogne très très dur, pour de vrai, là, presque 100% de puissance dans tout ce qu'il envoie. Tout ce qu'il envoie, c'est avec l'intention de blesser sérieusement. C'est pas genre à touch, puis paf, il lance un gros shot. Il va throw tout avec des mauvaises intentions. Vous voyez ici, là, sa fiche, ça représente ça également. Là, il y a 16 victoires par KO là, sur 23 wins. Par contre, c'est fait knocker 3 fois également. Il y a une fois, si je ne me trompe pas, c'est un doctor stoppage. On peut lui donner un pass. Mais si vous allez voir sur la scène régionale contre Ali Taleb, il se fait knocker quand même brutalement au round 3. Et même chose contre Adriano Ramos, c'est pratiquement encore pire au round 1. Je pense que Vinicius, justement, son style le rend vulnérable à un certain point. Puis il pourrait se faire crack à nouveau ici. Early j'en douterais, mais plus tard, c'est possible. Je l'ai dit, Vinicius Oliveira, il a un striking très créatif, mais parfois c'est à son propre détriment. Il combat les mains basses, puis il se fie principalement, vous voyez, il y a une bonne défensive ici là, à 57%, mais il se fie principalement sur sa gestion de la distance et son mouvement de tête pour éviter. Donc il ne va pas avoir des blocs sharp pour contrer, il va juste sortir du range, déplacer sa tête, mais s'il se fait clip solidement, son menton là,
est clairement exposé. Maintenant, si on regarde un petit peu ici, là, son parcours, Contender Series, belle performance. Contre Sopage, c'est un combat très serré. Puis il trouve un flying knee à la fin du troisième round. Vous voyez, il restait 19 secondes. C'est un KO de toute beauté si vous ne l'avez jamais vu. Contre Ricky Simmons, Saïd, Kyler, c'est tous des scénarios un petit peu plus semblables où Vinicius, il push un pace, pardon, là, que ses adversaires ont du mal à soutenir. Donc, gros pace, un gros volume de frappe. Il met beaucoup de pression. C'est rare qu'il recule. Puis, il veut pas, ça fatigue. Mixe le grappling par-ci par-là, que ce soit offensivement ou défensivement. Puis Vinicius, même si ses adversaires ont tendance à fatiguer, il fatigue lui aussi. La seule chose, c'est que j'ai tendance à dire, c'est une expression que j'ai entendue pour la première fois cette semaine et je l'aime bien, c'est un gazer fonctionnel. Donc même s'il fatigue, il va push through it, puis il va continuer d'avancer, puis d'envoyer des shots. Par contre, ça va de soi, il s'expose un petit peu plus, puis devient vulnérable au counter, takedown potentiellement, etc. Fait que la technique veut pas, même si c'est pas le combattant le plus technique de base, apprend le bord encore plus là, avec la fatigue. Puis ce qui m'inquiète ici, c'est que oui, c'est un gazer fonctionnel sur 3 rounds, il va pousser pareil au troisième, mais là, il est contre un gars qui, à mon avis, a du cardio vraiment pour pousser un 5 rounds à high pace. Mario Bautista, là, très très bon cardio. Puis aussi un combattant très intelligent et responsable. Mario Bautista, quand il a son game plan, il stick to it, il ne va pas prendre de risques inutiles. Puis je pense que justement, Vinicius Oliveira, ses meilleures chances de victoire, ou quand il shine le plus, c'est quand il y a des combattants qui fatiguent, qui overthrow, puis qui s'exposent justement là, à son timing, à ses counters. Contre Mario Bautista qui se bat de façon responsable, je crois que ça va être un petit peu plus difficile pour lui. De le cerner, de placer ses gros shots. C'est entièrement possible, là, on s'entend. Là. Vinicius, il pack a punch, il pourrait clipper Mario Bautista solide. Mais je pense que ça va être un petit peu plus tough dans ce cas-là. Et si Vinicius est ralenti, fin du deuxième, troisième round, je pense que les rounds de championnat vont être difficiles pour lui. Je pense que Mario Bautista pourrait wear on it. Donc, probablement un genre de Vinicius Oliveira qui est très compétitif early, la vapeur qui tourne plus en fin de combat. C'est de même que je vois ça. Mais encore une fois, Vinicius s'est déjà fait knocker early. Mario Bautista s'est déjà fait, pas souvent, mais il s'est fait blesser aussi à quelques reprises là, dans ses combats. Fait que tout de même, là, beaucoup d'imprévisibilité, on peut dire comme ça, là, dans ce match-up-là. Puis quand je parlais de l'expérience, regardez la run là, de Mario. Oui, il a perdu des combats au départ. Corey Sandhagen, UFC début, pas facile. Mais après ça, belle petite run, perdu contre Jevon Jones. Mais après, c'est pratiquement flawless. Bon subgame également, vous le voyez ici, là, une belle petite streak de submission. Depuis, plus des décisions. Adversaire commun d'ailleurs, le Ricky Simmons avec Vinicius. Il a perdu son dernier combat contre Umar, mais Umar, c'est pratiquement le number one contender. Il est excellent. Il a réussi à mixer le grappling. Puis Umar, qui ne voulait rien avoir à faire debout avec Mario, il s'est fait clipper par, je pense que c'est un head kick ou un knee qui knock down Umar Nurmagomedov là, au deuxième round là, de mémoire. Donc Mario, bon striking, plus posé qu'un Vinicius, plus technique, plus clean, on va le dire comme ça. Il y en a qui parlent du combat contre José Aldo, où Mario Bautista l'a pratiquement poussé dans la cage pour l'entièreté du combat. Je pense pas que c'est un game plan qui va marcher ici. Pourquoi Vinicius Oliveira est très très physique. Il coupe beaucoup de poids, il l'a dit, il coupe quelque chose comme 50 livres, je pense, donc il est très fort physiquement. Je pense pas que Mario va avoir beaucoup de succès à le clincher. Peut-être qu'il pourrait avoir un takedown par-ci par-là, mais le maintenir contre la cage pour une longue période, bonne chance, ça me surprendrait bien gros, surtout early. Fait que je m'attends à un combat majoritairement à distance. Serré au début, Mario Bautista qui take over un petit peu plus tard. Puis maintenant, je parle du poids, ça m'amène à un autre point. Vinicius qui s'est fait KO TKO à 3 reprises en carrière. Ça pourrait être lié aussi à une déshydratation massive. Donc, who knows, si Vinicius il fatigue, la grosse coupe de poids, c'est difficile pour lui. Je pourrais voir un Mario qui trouve un finish là, au 4-5e round. C'est pas hors de la table. C'est des props sur lesquels je garde un œil. So, mon pick, c'est Mario Bautista. Pas nécessairement mon pick le plus confiant de la carte, mais je pense que tous les outils là, pour edger ici contre un Vinicius dangereux, mais je compte sur Mario Bautista pour se battre avec le Fight IQ comme jamais et edger ce combat-ci. Donc, that's it, gang. On a fini. On a passé au travers de la carte.
Bon show demain, je pense que ça va être bien, beaucoup de combats intéressants. Soyez prudents par contre, beaucoup de combats très volatiles, là, on en a parlé, là, mais des remplacements de dernière minute, des vets sur qui on peut plus trop compter, des nouveaux prospects qui sont pas prouvés. Fait que be careful with your money. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente carte et un beau week-end. Peace!